Éclat de vie. Se relever. Un podcast qui aide à soigner les plaies et à penser l'après. Les accidents collectifs et les attentats, de par leur violence, peuvent causer un psychotraumatisme dont l'impact varie selon l'exposition au danger, les circonstances du drame et l'histoire de vie de chacun. Comment ces épisodes de vie tragiques peuvent nous fragiliser ? À quel moment faut-il s'inquiéter ? À quel moment faut-il consulter ? Je suis Avril Prosper, psychologue au sein de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Éclat de vie, le podcast propulsé par la FENVAC, la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs. Bienvenue pour cette deuxième saison qu'on commence tout juste. Et aujourd'hui, pour démarrer en beauté, je suis à Anglet, au Pays Basque, en compagnie du docteur Bruno Gonzalez, qui va nous parler du stress post-traumatique. Bonjour docteur. Bonjour Avril. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Donc moi je suis le docteur Bruno Gonzalez, médecin psychiatre. Je suis formé aux thérapies comportementales et cognitives depuis quelques décennies et je me suis spécialisé dans la prise en charge des victimes à travers les soins centrés sur le trouble de stress post-traumatique. Alors, c'est très bizarre parce qu'on a fait une première saison du podcast avec 23 épisodes dans lesquels on parle du psychotrauma et des troubles qui s'y apparentent, mais à travers ces 23 épisodes, on n'en a pas fait un seul dédié au stress post-traumatique, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour combler cette lacune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement qu'est-ce que c'est le stress post-traumatique ? Alors c'est une vaste question, on va essayer de faire assez simple et rapide. Le trouble de stress post-traumatique, si on se réfère un peu à l'histoire, c'est un état clinique qui est secondaire à la rencontre d'un événement traumatogène et qui est décrit depuis l'Antiquité finalement. Et après, ça a été souvent un trouble reconnu et de manière exclusive au sein du monde militaire. Et tous les grands conflits là, qui ont pu ravager l'Europe notamment ont permis d'avoir des tableaux descriptifs très clairs de cette maladie. On parlait du vent du boulet, par exemple, durant les campagnes napoléoniennes. Après, on a parlé de la névrose de guerre ou l'hystérie de guerre lors de la Première Guerre mondiale. Et le gros boom, malheureusement, c'est souvent comme ça dans l'espèce humaine, ça a été encore une guerre effroyable, la guerre du Vietnam, où les psychologues et les psychiatres nord-américains, notamment des USA, ont vu arriver 750 000 GI qui présentaient un trouble de stress post-traumatique. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a pu vraiment développer des prises en charge spécifiques et une reconnaissance spécifique. Un autre fait important quand même, c'est que c'est des accidents ferroviaires qui ont été décrits par Oppenheim en Allemagne en 1888, qui a permis qu'on considère ce trouble pas de manière exclusivement repérable chez les militaires, mais aussi chez les civils. Et c'est à travers des tableaux cliniques de victimes psychiques de ces accidents ferroviaires qui présentaient également des troubles de stress post-traumatique qu'on a pu s'apercevoir que ce trouble était aussi présent chez les civils. Et après, donc, cette reconnaissance s'est amplifiée, notamment avec l'apparition du trouble de stress post-traumatique dans les grandes classifications qui nous permettent à nous de caractériser les maladies, que ce soit la CIM ou le DSM, et avec depuis le DSM-5 un élargissement de leur reconnaissance à des victimes d'événements qu'on va pouvoir détailler à travers les événements traumatiques. La CIM et le DSM qui sont finalement un peu les dictionnaires des troubles et des maladies mentales. Tout à fait. Alors ça passe pas bien de cataloguer les patients, mais en psychiatrie comme dans d'autres spécialités médicales, si on veut apporter des soins très spécifiques, il faut qu'on connaisse les pathologies de manière précise. Et donc c'est des manuels de classification, comme un dictionnaire tout à fait, où le trouble de stress post-traumatique chronique est décrit selon différents items. Donc un événement traumatique, c'est quoi ? Finalement, c'est plus le simple événement ou l'horrible événement de guerre décrit initialement. Ça peut être tout événement qui va arriver dans la vie d'un individu et qui va être pourvoyeur d'un état de choc, si on parle de manière assez simple, ou d'un état de sidération psychique, et qui va après laisser des symptômes. Donc l'événement traumatique, ça peut être un accident de la route, ça peut être un fait d'armes, bien sûr, ça peut être un braquage, ça peut être, et c'est très souvent le plus grand pourvoyeur de troubles de stress post-traumatique, une agression sexuelle. Ça peut être un acte d'attentat, ça peut être témoin également de violence,
être victime de violences dans l'enfance, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient également sexuelles. Donc le spectre s'est très élargi et on a quitté simplement le fait de guerre qui était le fait repérable initialement. Il faut avoir un événement traumatique, mais ça c'est le passé. Ce passé est passé, pas toujours quand on a un trouble de stress post-traumatique. Il est encore présent dans l'actualité à travers des symptômes. Donc le premier symptôme, ça va être ce qu'on appelle le syndrome de répétition ou les reviviscences. C'est le fait d'avoir une mémoire traumatique, une mémoire qui n'a pas été assimilée, qui n'a pas pu se classer dans la mémoire au long terme, et qui va comme ça renvoyer de manière régulière des symptômes, que ça soit le classique cauchemar, mais ça peut être aussi le retour de bruit, d'odeur, le retour de sensations corporelles, de douleurs qu'on a pu avoir pendant la survenue de l'événement. Donc ça s'appelle le syndrome de répétition. Donc premier critère, avoir vécu un événement. Deuxième critère, avoir un syndrome de répétition. Suivent d'autres symptômes qui sont moins spécifiques, qui font partie de la famille souvent de l'anxiété, comme faire des crises d'angoisse, avoir une hyperactivité neurovégétative, c'est-à-dire avoir des sensations corporelles d'angoisse, et puis avoir des situations d'évitement. Il y a une certaine logique qui se met en place de manière automatique dans notre cerveau, c'est que lorsqu'on rencontre un événement qui a été effroyable, dans lequel on a cru voir notre mort, dans lequel on a cru avoir une atteinte physique importante, notre cerveau va mettre en place des stratégies d'évitement. Et lorsqu'on va être confronté par la suite à des situations, à des individus, à des ambiances sonores, à des ambiances visuelles qui vont faire penser au contexte de l'événement traumatique, on va avoir des conduites d'évitement. C'est-à-dire que les patients vont commencer à éviter des situations qui leur rappellent. Par exemple, j'ai été agressé ou j'ai été victime d'une tuerie de masse dans une salle de concert. Bien évidemment, ça va être très difficile de repartir dans une salle de concert parce que mon cerveau va mettre en place des alarmes lorsque je vais m'approcher, entendre parler ou me retrouver dans une ambiance semblable. Autre contingent de symptômes, c'est tout ce qui concerne la régulation émotionnelle. Voilà, ce sont des patients qui vont très souvent avoir beaucoup de mal à gérer leurs émotions avec des débordements émotionnels. Et donc la nécessité très souvent de trouver des stratégies propres, souvent de manière isolée au début ou seule, pour faire face à ces émotions. Et ça va être donc très souvent la voie d'accès à des comportements d'adaptation qui vont être souvent aggravants. C'est des patients qui vont souvent prendre des toxiques pour réguler leurs émotions et rentrer dans des addictions. C'est des patients qui vont rentrer dans des conduites de régulation à travers des prises alimentaires, et d'où des conduites alimentaires type boulimie, par exemple. C'est des patients qui vont apprendre à gérer leurs émotions en se scarifiant, en s'escoriant, donc avec des conduites d'auto-agressivité. Et c'est des patients, quelquefois, qui vont même réitérer des comportements qui vont être considérés à risque pour de nouveau réguler l'émotion en repassant par des états, par exemple, dissociatifs. Donc tout ça, c'est des symptômes qui sont difficiles peut-être à intégrer, à comprendre, mais qui viennent compliquer la symptomatologie post-traumatique. Donc événement traumatique, syndrome de répétition, hyperactivité neurovégétative, conduite d'évitement, dysrégulation émotionnelle. Voilà, on est sur des symptômes quand même qui sont majeurs et qui rendent, pour nous soignants, cette problématique difficile quand même à percevoir. Il faut vraiment chercher, parce que très souvent, ces patients-là ne viennent pas parce qu'ils ont vécu un événement traumatique. Ils viennent parce qu'ils ont des symptômes, les liens ne sont pas toujours faits, et très souvent, ils présentent ce qu'on appelle des comorbidités, un trouble qui va s'ajouter à un premier, et le trouble de stress post-traumatique est très comorbide. Par exemple, lorsqu'on présente un trouble de stress post-traumatique, une fois sur deux, on a une dépression. Lorsqu'on présente un trouble de stress post-traumatique, une fois sur deux, on va également développer une addiction. Pareil, on va développer dans à peu près 30% des cas ce qu'on appelle un trouble panique, c'est-à-dire des crises d'angoisse qui viennent et qui reviennent. Et on va développer dans à peu près 20% des cas ce qu'on appelle une phobie sociale. Ça a plutôt concerné des patients qui présentent un trouble de stress post-traumatique consécutif à du harcèlement, qui est un grand pourvoyeur aussi, notamment harcèlement scolaire. Et donc les gens qui ont été harcelés au niveau scolaire vont présenter souvent des scènes traumatiques de harcèlement qui vont
développer un trouble de stress post-traumatique, mais également une estime de soi basse, une peur des autres, une peur du jugement, des évitements de groupe qui vont aussi caractériser ce qu'on appelle une phobie sociale. Voilà, donc c'est un trouble qui se complique souvent et qui rend la tâche souvent très délicate pour les soignants pour repérer ce qu'il faut faire en premier et quels sont les troubles présents. Est-ce qu'on sait expliquer pourquoi certaines personnes vont développer ce trouble et d'autres pas du tout ? Alors là, c'est la grande question. Pourquoi on va développer un TSPT et pourquoi moi, pas lui ? Je pense que personne n'est à l'abri, mais il y a des facteurs prédictifs. Voilà, on a une liste de facteurs prédictifs qu'il faut savoir repérer quand on prend en charge une victime d'un aigu et qui sont plutôt prédictifs de l'installation du chronique. On sait par exemple que plus le patient va dissocier pendant, plus il va faire un trouble de stress post-traumatique. On sait que si l'état de détresse péritraumatique, donc cet état émotionnel là, envahissant, où le cœur va très vite, où on est bombardé par des peurs extrêmes, voilà, plus cet état émotionnel est fort, plus on va faire un trouble de stress post-traumatique. Plus on aura un terrain vulnérable à l'anxiété, plus on va faire un état de stress post-traumatique. Alors la vulnérabilité à l'anxiété, c'est très probablement génétiquement induit. On a des familles qui vont développer un diabète, des familles qui vont développer un néo de la vessie, et on va avoir des familles qui vont développer des troubles anxieux. Et si on a effectivement une vulnérabilité anxieuse, le trouble de stress post-traumatique va venir plus facilement parce que la détresse émotionnelle initiale sera plus forte. On peut avoir également déjà le vécu d'autres événements traumatogènes. On sait très bien que, et c'est un petit peu ce que moi j'appelle le syndrome des poupées russes, on sait très bien que si on a déjà un événement traumatogène qui n'a pas été assimilé et qui a laissé une symptomatologie post-traumatique dans l'enfance, à l'âge adulte, si un autre événement survient, on fera plus facilement un trouble de stress post-traumatique. Et puis après, il y a l'effet seuil. Ça, on peut le voir notamment chez les militaires. Ici, on est en mesure quand même à Bayonne de suivre pas mal de militaires, où la question, c'est pas pourquoi, c'est quand. C'est-à-dire qu'un cerveau, comme un organisme, n'est pas capable d'assimiler une quantité d'événements très marquants, très traumatisants sur le moment, de manière indéfinie. Et après 1, 5, 10, 15, il y a forcément une bascule. C'est ce qu'on rencontre aussi par exemple chez des conducteurs de bus qui sont victimes d'incivilité de manière répétée, et une autre incivilité au bout de 10 ans va déclencher un événement de stress post-traumatique. Ça, c'est un effet seuil. Et ça, certains vont avoir un effet seuil peut-être à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, mais ça arrivera toujours. Et je crois qu'il faut faire attention parce que les patients ont toujours, comme la population en général, la capacité à penser « je suis faible » ou « je suis fort ». Il n'y a pas de gens faibles, il n'y a pas de gens forts. Il y a des gens qui vont avoir une vulnérabilité qui ne dépend pas d'eux, qui dépend de peut-être leur équipement génétique, qui va dépendre aussi de leur estime de soi, qui est née à travers ce qu'ils ont vécu. Et ces patients-là vont peut-être plus facilement développer un trouble de stress post-traumatique, mais ce n'est pas être faible, c'est être vulnérable. Et la vulnérabilité n'est pas un facteur qui dépend de ce qu'on veut. C'est plutôt ce qu'on a reçu. Et justement, en parlant de prescription médicamenteuse, vous qui êtes psychiatre, qu'est-ce qu'on propose en première instance pour les personnes ayant un trouble de stress post-traumatique en général ? Alors, dans l'aigu, il ne faut surtout pas faire de bêtises. Et je pense qu'on est nombreux à avoir fait des bêtises, ou certains font encore beaucoup de bêtises, en prescrivant des produits qui sont très prescrits partout, et notamment en France, qu'on appelle les benzodiazépines, mais qui sont même des produits, d'après les études, qui vont aggraver et qui vont favoriser qui peuvent favoriser l'installation d'un trouble de stress post-traumatique. Pourquoi ? Parce que c'est des produits qui vont interférer sur les capacités de mémoire amnésique des individus. Ce qu'il faut favoriser plutôt, c'est des produits qui peuvent éviter que le patient très vite s'auto-aggrave à travers une insomnie. Ça, c'est important. Donc un hypnotique sur quelques jours pour vraiment restaurer le sommeil. Et puis il y a des produits qui sont des anxiolytiques, mais pas des benzodiazépines, qui sont plutôt recommandés et qu'il faut privilégier pour accompagner. Après, les autres produits qui ont ce qu'on appelle en France l'autorisation de mise sur le marché, c'est-à-dire une autorisation validée par les autorités de santé, etc., qui sont très souvent des antidépresseurs, il faut les réserver aux troubles lorsqu'il est constitué, et je pense après le 7e mois. Quand on est proche
Quand on est un proche de quelqu'un qui a un TSPT, un trouble de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on peut faire ? Vivre avec un patient qui a fait des cauchemars toutes les nuits, ou qui reste au lit, ou qui ne veut plus sortir, ou qui est irritable, qui est un grand symptôme du trouble de stress post-traumatique, l'irritabilité, ça devient difficile, les familles s'épuisent. Donc recevoir les familles, c'était important. Et au sein de l'hôpital de jour, ici, la clinique Mirambeau, on a mis en place récemment des groupes familles très spécifiques, sous forme de trois rendez-vous d'1h30, où les familles viennent assister à des phases de psychoéducation, mais aussi à un atelier centré sur le faire-face. Comment on fait face à une disso, comment on fait face à une crise d'angoisse, comment on fait face à un patient qui ne veut plus sortir parce qu'il évite. Mais également une dernière session centrée sur justement les aidants, parce que c'est des aidants souvent, ces familles-là, et ces aidants s'épuisent. Et donc il y a des aides aux aidants aussi, il y a des associations, etc. Donc tout ça s'est mis en place, et je pense que c'est important, et on a eu de très bons retours de ces familles-là, qui étaient un peu surprises qu'on puisse proposer ça, mais qui étaient très ravis, et je pense que c'est un effet collatéral bénéfique pour les victimes qu'on peut suivre. Attention, les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soin. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence, contactez le 15.